We start? Yes. Is it? Oh, it's just for these. Okay, good. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale annuelle de 2025 d'Innate Pharma. Je remercie mes collègues du conseil de surveillance, mais aussi les membres du directoire et de l'équipe présente. En plus, je souhaite la bienvenue au nouveau candidat pour le conseil, Marty Duval, présent ici. Marty, hello. Et Kristen Itten, qui ne peut pas participer aujourd'hui en raison d'une autre obligation. Je souhaite également la bienvenue à Jonathan Dickinson, qui est notre président du directoire depuis le novembre 2024. Bonjour, bonjour Jonathan. Avant d'ouvrir l'Assemblée, je voudrais remercier particulièrement M. Hervé Brailly. Je vous rappelle, il a fondé l'entreprise en 1999 en tant que PDG de longue date, mais aussi en tant que président du conseil de surveillance. Il a dirigé et développé l'entreprise avec grand succès pendant des décennies. La société a profité énormément de sa profonde expérience scientifique. Innate lui doit beaucoup et je tiens à le remercier pour son engagement considérable et son gestion efficace. Merci beaucoup, Hervé. Je tiens également à remercier les membres sortants du conseil, Monsieur Gilles Brisson, directeur de longue date, et le professeur Jean-Yves Blais. Tous deux ont apporté une contribution précieuse au développement d'Innate pendant des années. Maintenant, je vous précise que la réunion est en présentiel et également diffusée en direct. Elle est enregistrée et un replay sera disponible sur le site internet de la société. Des traducteurs sont présents pour traduire en direct du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Après cette introduction, je déclare l'Assemblée ouverte. En tant que présidente de séance, je vous présente la constitution du bureau. Comme d'habitude, nous avons 2 scrutateurs. Cette année, c'est Madame Pascal Boissel et Monsieur Olivier Martinez, représentant de BPI Participation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette fonction. Monsieur Nicolas Pernin est désigné comme secrétaire de séance. Merci Nicolas. En outre, les cabinets d'audit sont présents. Deloitte, représenté par Monsieur Stéphane Ménard, ainsi que Monsieur Stéphane Lemenazier, qui lui succédera, et PricewaterhouseCoopers, représenté par Monsieur Cédric Mazille, en tant que co-commissaire aux comptes. Merci. Alors, s'agissant du quorum, la feuille de présence permet de constater que 105 actionnaires sont présents, représentés, ont voté par correspondance ou donné pouvoir au président, ce qui représente 43 377 144 actions et 43 459 962 droits de vote. Merci Nicolas. En conséquence, l'Assemblée réunit plus que le quorum requis par la loi, qui est du quart pour statuer en matière extraordinaire et du 5e pour statuer en matière ordinaire. Ainsi, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée générale se déroulera en 3 parties. Nous commencerons avec la présentation des rapports, suivi par le rapport sur l'activité de l'entreprise et les réponses aux questions. Pour finir, les résolutions seront proposées au vote des actionnaires.
J'invite maintenant le secrétaire à nous présenter les rapports. Alors, les documents d'information pour cette assemblée sont disponibles sur le bureau. Ils ont été mis à disposition sur le site internet de la société 21 jours avant la date de la présente assemblée. Il a été satisfait aux demandes d'envoi de documents faites par les actionnaires dont la société a été saisie. Ces documents comprennent les documents relatifs à la convocation et à la tenue de la présente assemblée, en ce compris l'ordre du jour et le texte des résolutions, le rapport de gestion ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise qui sont compris dans le document d'enregistrement universel, le rapport du directoire à l'Assemblée générale, les rapports des commissaires aux comptes, ainsi que tous les documents visés aux articles L225, 115 et 116, R225, 83 et R2210-23 du Code de commerce. Je remercie le bureau de bien vouloir me dispenser de la lecture de ces rapports. Merci Nicolas. La dispense est accordée par le bureau. Les actionnaires ont eu la possibilité d'adresser des questions écrites préalablement à l'Assemblée dans les conditions légales et réglementaires. Les actionnaires ont également la possibilité de poser des questions pendant l'Assemblée, soit dans l'assistance, soit à distance via le chat. Les réponses à ces questions seront données en séance et seront publiées sur le site Internet de la société. Maintenant, la parole est donnée aux commissaires aux comptes, M. Ménard et M. Mazy, pour la présentation du contenu de leur rapport. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les actionnaires, au nom du Collège des commissaires aux comptes, les cabinets PricewaterhouseCoopers et Deloitte, j'ai l'honneur de vous rendre compte de l'exécution de notre mission au titre de l'exercice 2024 et de vous présenter les rapports que nous avons préparés dans le cadre de cette Assemblée générale mixte afin de vous permettre d'exercer votre jugement au cours du vote des résolutions. Tout d'abord, nos rapports sur les comptes consolidés et annuels de votre société. Ensuite, notre rapport spécial sur les conventions réglementées. Et enfin, plusieurs rapports portant sur les opérations susceptibles d'affecter le capital de votre société. Je vais vous présenter les points essentiels de ces rapports ainsi que nos conclusions. Concernant les comptes, vous trouverez nos rapports aux pages 229 et 275 du document d'enregistrement universel. Nous avons rendu compte de l'exécution de notre mission au comité d'audit de la société et nous avons certifié sans réserve les comptes annuels et les comptes consolidés qui vous ont été présentés. Nos rapports présentent notamment les points clés de l'audit, c'est-à-dire les points qui ont nécessité une attention particulière du fait de leur nature, du poids relatif dans les comptes ou d'un degré de jugement important pour apprécier les hypothèses et estimations retenues. Ces points clés sont au nombre de 1 pour les comptes consolidés comme pour les comptes annuels. Ils concernent les modalités et hypothèses de reconnaissance du revenu associés aux accords de collaboration et de licence conclus avec les sociétés AstraZeneca et Sanofi. Nous expliquons dans nos rapports notre vision des risques attachés à ces points clés, ainsi que la façon dont nous les avons appréhendés dans le cadre de notre audit. Vous trouverez ensuite en page 147 du document d'enregistrement universel notre rapport spécial sur les conventions réglementées. Ce rapport décrit, afin de vous permettre d'apprécier l'intérêt qui s'attache à leurs conclusions, les conventions entre Inet Pharma et des sociétés ayant des administrateurs communs, ou encore les conventions conclues entre votre société et l'un des mandataires sociaux. Nous avons été avisés de plusieurs nouvelles conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration au cours de l'exercice 2024. Ces nouvelles conventions concernent les nominations et modalités de rémunération ou d'indemnisation de certains membres de vos organes de gouvernance ou de sociétés de conseil dont ils sont actionnaires. Dans ce rapport, nous indiquons par ailleurs qu'il nous a été donné avis de conventions déjà approuvées par l'Assemblée générale et dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé. Outre les éléments de fonctionnement et rémunération de certains membres de vos organes de gouvernance, ces conventions concernent également des accords de collaboration et de licence avec des laboratoires pharmaceutiques qui font partie de vos actionnaires. Enfin, nous avons émis les différents rapports requis par la loi au titre des résolutions qui portent sur des opérations susceptibles d'affecter le capital de votre société.
Nos rapports rendent compte de notre vérification des informations contenues dans les résolutions 37 à 70 sur lesquelles vous aurez à vous prononcer et qui concernent la réduction du capital de votre société, l'autorisation d'attribution d'actions gratuites aux dirigeants, aux nouveaux membres et aux salariés, l'autorisation d'émission de bons de souscription d'actions, l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, et enfin l'augmentation du capital réservé aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise. Ces opérations s'inscrivent dans les conditions prévues par la loi et l'ensemble des informations requises pour vous permettre d'apprécier leur incidence ont effectivement été portées à votre attention. Mesdames et messieurs les actionnaires, Madame la Présidente, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation. Nous vous proposons maintenant de passer un bref exposé des activités de la société, présenté par Monsieur Jonathan Dickinson et les membres du management de la société. Okay, good morning everybody, and I apologize for speaking English, but hopefully we have a very good translation service available to you, and my commitment is to try and learn French for next year so that I can potentially do this next year in French. And everybody's going to hold me to that, I think, now. So, yes. So I'm joined here by some members of the leadership team. So we have Sonia, who will be taking us through a clinical update. We have Yanis, who will take us through some of the interesting and exciting preclinical work that we have been doing over the last year or so. And then Frederick will take us through the latest situation from a financial perspective. So if we go to the next slide, or the first slide, this basically, I think, is one of the reasons why I joined the company. Why do we exist? So we have what I would say a capability here in Marseille, which is truly world-class, from an antibody production capability, discovery capability, and that is what the company is built on, the foundation of the company. And it has led us to go into a few different directions. We have what we would call naked antibodies, which is a core part of what we do in some of our late-stage products. But we also have been able to use that expertise to really be a pioneer in the field of NK cell engagers. And we're at the forefront of what's happening here, and we have some exciting opportunities happening with the portfolio. And then on top of that, we've been able to take that ability and capability into antibody drug conjugates. And the work that we've done here, I think, is quite, I would say, quite extraordinary. And we have at least the first asset coming out of this capability, which is, again, truly world-class and has the potential to be groundbreaking in the field of oncology, and that's incredibly exciting. So if we go to the next slide, you can see what that has resulted in over the last year or so, and I think it's a validation of the capabilities here and the science and everything that we've been doing, which leads to innovation, which will hopefully lead to patient benefit, and it will hopefully lead to products that are going to be commercialized in the future. But if you can see, starting off, we have a number of really high-level scientific publications, which, as I said, really vindicate the science of what we're doing here. We combine that with some excellent avec d'excellentes collaborations et partenariats avec des représentants de la Big Pharma, mais également avec le monde universitaire et de la recherche. Et c'est vraiment pour nous la meilleure manière de constituer un portefeuille solide. Vous en voyez ici les résultats. Avec tout ce que nous avons dans les tuyaux actuellement, vous voyez que nous avons 8 actifs en essai clinique et vous voyez un mélange d'actifs propriétaires et d'actifs en partenariat. Nous avons des actifs à différentes phases de développement, de l'étape préclinique jusqu'à la phase 1, phase 2 et phase 3.
Et j'espère que le produit qui est le plus avancé en développement, c'est Monalizumab, en partenariat avec AstraZeneca, qui atteindra l'étude de phase 3 l'année prochaine. Cela sera extrêmement positif pour notre entreprise. Vous voyez là ce sur quoi nous nous sommes concentrés, les résultats obtenus cette année. Pour nos actifs propriétaires, nous avons le 6501 à gauche ici sur l'écran. En mars 2024, nous avons traité le premier patient de phase 1 et nous procédons aux études au rythme adéquat. Nous pensons avoir des données qui ressortiront concernant cet actif en fin de cette année, au début de l'année prochaine. C'est donc un très bon potentiel. Ce qui me réjouit, c'est que nous avons des entreprises de haut vol qui décident d'investir dans Innate Pharma. 8 millions ont été injectés sur la base des résultats que nous avions avec la première tranche de cet investissement qui a été versé, investi sur des molécules qui ont la perspective de changer le traitement des patients. Cela, c'est bon pour nous et c'est bon pour les patients. Voici donc une perspective très enthousiasmante. Pour le 6501, il a été partiellement validé sur la plateforme des engageurs avec Sanofi et progresse en phase 2 avec l'AML réfractaire. Des résultats très positifs ont été présentés à l'échelle l'année dernière, avec des résultats de 33% de taux de réponse, des réponses durables. Donc, c'est très enthousiasmant. Et plus récemment, ce produit a fait l'objet d'une repriorisation de la part de nos partenaires. Et puis, au centre de l'écran, vous voyez là les conjugués anticorps-médicaments. Ces produits ont reçu un accord une autorisation de FDA. Ils sont passés en étude de phase 1. Nous avons recruté les premiers patients de cohorte à la fin du mois de janvier l'année dernière. Et là, d'après mon expérience, je peux vous dire que ça va aussi vite que possible dans le déroulé. Et je suis vraiment très fière de la bonne coopération qui a été construite et qui montre que le produit passe avec succès toutes les étapes de développement. Nous avons également d'excellentes données qui ont été présentées à l'IRCR à Chicago et à la ACR avec un potentiel d'avoir une molécule qui est vraiment parmi les meilleures. Et si nous passons à la partie droite de l'écran, vous voyez que nous avons avancé avec le Cutamab qui est passé plusieurs étapes dans l'année écoulée. D'abord des interactions et le retour de la FDA. Et il est possible que nous ayons une approbation accélérée. Et ce qui est important dans le climat actuel, parce que la désignation ETD nous permettra d'interagir plus fréquemment avec la FDA, car nous aurons une priorité et ça c'est important pour la poursuite de nos activités. Nous avons présenté également les résultats d'une cohorte d'études de phase 2, une désignation PTD à l'ASCO l'année dernière, avec des données qui sont à 100% en ligne avec les données cliniques. Donc, nous avons d'excellentes perspectives avec le Cutamab et nous allons maintenant pouvoir accélérer le processus d'approbation avec l'étude de confirmation qui permettra
cette approbation accélérée. Et cela nous portera vers la commercialisation de l'ocutamab, ce qui nous réjouit beaucoup. Et là, je vais donner la parole à Sonia, qui va nous présenter un peu mieux les détails cliniques. Bonjour, madame et monsieur, and excuse me, I will continue my update in English. Bonjour, mesdames et messieurs, et pardonnez-moi, moi aussi, je vais m'exprimer en anglais. Dans les visuels suivants, je vais vous présenter une mise à jour sur nos actifs propriétaires et sur les études cliniques avec l'ocutamab 65 et l'IBH 45. L'ocutamab est un anticorps qui est conçu pour cibler le TDO2 qui est exprimé sur les cellules tumorales. Ces cellules doivent être tuées par les macrophages. Nous avons développé cet actif qui nous intéresse pour deux maladies particulières, le syndrome Sézary, un type de tumeur très rare et très agressif qui est la forme leucémique dans lymphome, et le mycosis qui est la forme la plus prévalente. Nous avons présenté les données de phase 2 à l'ASH 2023 et à l'ESCO 2024. Et comme Jonathan l'a dit, nous présenterons le suivi à long terme des données de phase 2 comme il a été dit à l'ESCO. Nous avons reçu un statut de fast track de la FDA et de l'Agence européenne du médicament, ainsi pour le traitement du lymphome et pour d'autres différents types de lymphome avec l'agrément de l'FDA et de l'EMA. Et sur la base des excellentes données que nous avons générées, nous avons obtenu cette désignation Fast Track en février cette année, comme Jonathan nous l'a expliqué. Il s'agit là d'une excellente reconnaissance de la part de l'FDA qui valide d'ores et déjà, ou en tout cas juge nos données comme étant plus qu'encourageantes, et ces désignations ne sont données par l'FDA qu'aux données qui remplissent de très grands besoins où il n'y a pas d'autres indications ou pas d'autres médicaments approuvés. Donc c'est une reconnaissance très importante pour l'ocutamab. J'aimerais maintenant vous montrer d'autres données, car je ne suis pas autorisée à vous présenter les données que nous allons divulguer à l'ASCO dans 10 jours. Donc, nous allons vous présenter ce que nous avons montré à l'ASCO l'année dernière. Nous avons vu pour le syndrome de Sézary un très bon taux de réponse. Et ce pour des patients qui avaient déjà été lourdement traités, avaient reçu de différents traitements, y compris mogamulizumab. Et vous pouvez voir sur le côté droit des taux de réponse très importants qui nous montrent une réponse complète et une réponse partielle. Et à l'époque, la survie médiane sans progression était de 8 mois. Mais nous allons présenter de nouvelles données à l'ASCO de cette année, des données qui sont bien meilleures. Pour le mycosis fungoïde, nous avons une réponse profonde partielle, non seulement dans les patients qui expriment plus de 100% de la cible, mais également dans les patients qui expriment moins de 1% du type de tumeur.
Et cela a des implications très importantes pour notre entreprise. En effet, lorsque nous avons conçu l'étude, au tout début, nous avions pensé que la molécule fonctionnait pour le syndrome de Césari et pour les MF, les patients MF, seulement pour ceux qui, pour 50% des patients. Mais ça, c'est le scénario que vous voyez à droite de l'écran. Mais les données actuelles suggèrent que, au contraire, nous pouvons offrir ce type de traitement aux patients qui expriment tous les niveaux de KIR3DL2. Donc, cela signifie que nous élargissons très largement le nombre des patients concernés. Et dans nos interactions récentes avec la FDA, nous avons sollicité un réalignement et nous pouvons compter sur plus de 5000 patients par an, ce qui est très favorable pour notre entreprise. Comme vous le savez probablement, nous nous préparons actuellement pour la phase 3 et travaillons avec les autorités de santé européennes et avec l'FDA pour avoir une étude mondiale de phase 3 pour faire avancer cet actif. Vous voyez que nous sommes actuellement en cours de discussion de préparation de la phase 3 qui sera commencée au tout début de 2026. C'est donc un potentiel pour une accélération accélérée vers 2026 ou 2027. Dans le même temps, nous avons une autre étude en cours, une étude que l'on appelle CUBE et qui concerne un autre aspect de lymphome périphérique sur lequel nous testons lacutamab en combinaison avec la chimiothérapie. Car pour ce lymphome périphérique, la chimiothérapie ne fonctionne pas et nous attendrons les résultats en 2026. Pour ce qui est de l'IPH 6501, c'est un NK engageur de première classe et vous pouvez voir ici dans ce schéma que c'est une molécule qui empêche le lien entre la cellule NK et la cellule cancéreuse. Et là, nous sommes en étude de phase 1 et c'est une thérapie extrêmement innovante qui a attiré l'attention des meilleurs acteurs sur le marché, l'Institut pour l'innovation pour les lymphomes. Et nous avons une première tranche de 3 millions qui a été payée en 2024. Et nous avons le premier patient qui a été traité en mars 2024 et nous nous trouvons actuellement au milieu de la phase 1 et nous espérons finir la phase 1 d'ici à la fin 2025. Et en fonction des données qui émergeront, nous pourrons passer à l'optimisation de doses ou redéfinir les objectifs de cet actif. Nous pourrons tester cet actif pour les maladies auto-immunes graves pour lesquelles le rituximab est actuellement utilisé de façon standard. Mais nous pensons que cette molécule fonctionnerait bien mieux.
Cela fera partie des données qui émergeront de l'étude à la fin de cette année. Le prochain produit que nous avons en développement, c'est l'IPH 4502, qui est un conjugué pour lequel nous utilisons un anticorps comme force d'intrusion pour entrer dans la cellule et fournir une chimiothérapie. Ainsi, nous pouvons tuer les cellules tumorales sans utiliser la chimiothérapie systémique. Et nous avons pu caractériser les molécules ADC et nous allons continuer à travailler sur les détails de cet actif. Nous avons des sites ouverts aux États-Unis et en France pour mener l'étude de phase 1 et nous recrutons des patients dans la plupart des pays. Nous avons commencé avec le premier patient en janvier et nous espérons que nous pourrons achever la phase 1 d'ici à la fin 2025. Nous procédons très rapidement au recrutement pour cet essai et nous présenterons l'étude de la conception de cette étude à l'ASCO. Et cela sera pour nous l'occasion de montrer aux chercheurs du monde entier ce que nous faisons, car cet actif suscite beaucoup d'intérêt. Et à la fin de 2025, nous aurons les données et pourrons passer à l'optimisation pour les études combinatoires avec multiples options. Maintenant, je vais donner la parole à Yanis. Merci Sonia. Merci. Oui. Donc, après cette update sur nos programmes en développement clinique, je vais revenir sur les bases moléculaires et mécanismes d'action, tels que Sonia l'a annoncé, de ces deux technologies que nous utilisons actuellement, que sont les NK cell engagers et les anticorps, les ADC. La traduction française est un peu bizarre, les conjugués médicaments. On restera sur ADC. Alors tout d'abord, les NK cell engagers, comme vous pouvez le voir à l'écran, sont des molécules qui sont des molécules complexes et que nous avons créées en utilisant des sous-parties d'anticorps. Ce sont donc des molécules artificielles qui, grâce à nos capacités d'engineering des anticorps, nous permettent de créer ces molécules non naturelles, non symétriques et à plusieurs spécificités. Il faut savoir qu'un anticorps, naturellement, a une seule spécificité. Et là, nous en avons introduit plusieurs. Alors, comme vous pouvez le voir, sur la partie orange, il y a une partie qui va se lier à un antigène qui est exprimé sur une tumeur, un antigène tumoral. Et ce qui est, dans le cas de IPH65, la molécule CD20, qui est spécifique des cellules B et utilisée comme marqueur tumoral dans les lymphomes B. Et ensuite, vous avez toute la partie du bas qui est en rouge, vert et bleu, qui est en gros la partie invariante de ces molécules, qui est la partie qui va se lier sur les cellules NK. Donc une partie rouge, qui est la partie constante d'un anticorps, va stimuler le récepteur CD16. Ce qui fait l'unicité de cette plateforme, c'est la partie en vert, qui va activer le récepteur NKp46, qui est le récepteur spécifique des NK. Et ce que nous avons ajouté dans la dernière version de la technologie, la partie bleue, qui est une cytokine, qui est l'IL2 variant, qui va en quelque sorte fournir du carburant aux cellules NK et induire leur prolifération. Alors, comme vous pouvez le comprendre, il y a une partie qui est invariante, la partie rouge, vert, bleu, et une partie qui peut changer, la partie orange. Et donc, en changeant cette partie orange et la spécificité de cette partie orange, on peut générer comme ça toute une série de différents produits afin de cibler différents antigènes tumoraux ou potentiellement différentes pathologies. Et ce qu'on voit sur la diapositive suivante, c'est le résultat de cet exercice où on a
changé cette partie orange, où on a généré toute une série de différents produits. Les 2 premiers étant en développement clinique avec Sanofi initialement et maintenant avec Innate pour ce qui est du CD123, sachant que nous sommes dans une période de transition, hein, le développement étant mené complètement par Sanofi dans l'AML, comme l'a dit Jonathan, avec des données qui ont été présentées l'an dernier, des données prometteuses dans l'AML en rechute ou réfractaire. Et là, donc, on est dans cette phase où le programme est en train de nous revenir et on est en train de découvrir ce qu'il y a dedans dans tous ces dossiers pour pouvoir prendre les meilleures décisions concernant les étapes futures de ce programme. Comme vous le voyez aussi, il y a ce programme qui cible une molécule qui s'appelle BCMA, qui était en développement jusqu'à présent dans le myélome, puisque le BCMA est une molécule qui est spécifique d'un état de différenciation des cellules B qui est les plasmocytes, donc l'étape de différenciation finale des cellules B, qui est un marqueur donc du lymphome, mais qui peut également être utilisé comme marqueur pour des cellules productrices d'anticorps, et d'où l'intérêt de Sanofi de transitionner ce produit dans des maladies auto-immunes, vraisemblablement médiées par la surproduction d'auto-anticorps. Et donc ensuite, vous avez le portefeuille tel que vous pouvez le voir avec le 65 dont Sonia vient de vous parler, avec toujours un effort fait de par la compagnie de produire du rationnel scientifique et de regarder aussi quels sont les potentiels de combinaison. Ça a été fait lors de présentation au congrès de SITSI l'an dernier et ça va être cela va se continuer au congrès européen d'hémato cette année en juin à Milan. Et je vous rappelle également l'intérêt de l'organisme IFLI pour ce produit. Et ensuite, il y a tout un ensemble de différents antigènes sur lesquels nous travaillons. Donc, un toujours en collaboration avec Sanofi, qui s'appelle B7H3, mais nous avons ensuite dans le portefeuille un ensemble de cibles sur lesquelles nous travaillons. Diapositive suivante. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que nous faisons sur les ADC, donc les anticorps conjugués, avec là un produit lead qui est le IPH45 dont Sonia a parlé. Nous avons un autre produit qui est en phase de recherche, développement préclinique précoce, on va dire, qui cible une autre molécule qui s'appelle MICA. Mais je vais surtout vous parler de Nectin-4, diapositive suivante, en vous montrant également la structure de la molécule. Alors là, contrairement au NK cell engager, on est sur des anticorps classiques avec cette structure en Y, donc monospécifique, avec les 2 bras du Y qui vont se lier sur la même molécule, donc chacun sur Nectin-4. Ce qui en fait la spécificité, c'est le fait de coller des chimiothérapies, et en l'occurrence ici l'exatécan, donc une topoisomérase inhibiteur sur ces anticorps. Donc nous arrivons à travers un système de linker qui est schématisé ici par la petite partie en gris. On peut attacher 8 molécules d'exatécan par anticorps, et donc ça donne comme ça une molécule qui permet une fois que l'anticorps se lie à la surface d'une tumeur qui exprime cet antigène Nectin-4, d'être internalisé, c'est-à-dire de rentrer dans la cellule, de délivrer le payload et d'induire la mort de la cellule tumorale. Alors c'est un programme qui est extrêmement excitant parce que Nectin-4 est une cible validée. Il y a un médicament qui est approuvé qui s'appelle le Padcev. Le nom commun est enfortumab vedotin, ce qui montre bien que c'est une cible que l'on peut adresser par un anticorps, qu'on peut adresser par un ADC. Et ce qui est très intéressant, c'est que le payload, donc la chimiothérapie attachée au Padcev, est une molécule qui s'appelle la MMAE, donc de la classe des tubulin inhibiteurs, qui est une classe qui a malgré tout un certain nombre de difficultés et de liabilities, on dit en anglais, de limitations, de par sa toxicité. Ça induit des périphéries, des neuropathies périphériques, et surtout ça a une toxicité qui en limite le dosage. La classe des topo 1 n'a pas du tout ce type de profil de toxicité, peut permettre un dosage plus important, et surtout l'utilisation de la MMAE induit des mécanismes de résistance
liées à cette chimiothérapie auxquelles les topoisomérases inhibiteurs ne sont pas sensibles. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que nous avons généré énormément de données précliniques qui montrent l'intérêt de notre molécule sur, je dirais, deux aspects. Le premier, c'est que dans les modèles qui sont résistants à la drogue approuvée, notre anticorps marche parce que nous ne sommes pas sensibles justement à ces mécanismes de résistance. Donc, c'était un peu attendu, mais on l'a clairement démontré et présenté dans différents congrès, et ce qui ouvre une voie de développement dans le cancer de la vessie, où le Nectin-4 et le Padcev est approuvé, et où malgré tout, il y a des résistances qui se développent, et comme c'est un médicament qui maintenant est approuvé en première ligne, il va y avoir un pool de patients grandissant, préexposés à Padcev et développant des résistances à ce produit. Mais surtout, et c'est ce qu'on voit dans la diapositive suivante, c'est que diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est que dans le Nectin-4 est une cible qui est exprimée dans beaucoup de cancers, mais Padcev était approuvé uniquement dans le cancer de la vessie. Et la vessie, c'est un peu le cancer outlier, je dirais. C'est le cancer dans lequel la forte expression de Nectin-4 est très fréquente. Par contre, il y a beaucoup de cancers où il y a de l'expression de Nectin-4, mais l'expression est beaucoup plus faible. Et ce qu'on voit, c'est que dans les modèles où l'expression de Nectin-4 est forte, vous voyez, par exemple, ça sont des exemples de données que nous avons présentés à la ACR il y a quelques semaines. En fait, on a benchmarké notre anticorps par rapport au Padcev, qui est la molécule EV, par rapport aussi à un de nos concurrents directs, qui est une molécule développée par Lilly. On voit que quand il y a une forte expression de Nectin-4, en fait, tous les ADC marchent de manière à peu près similaire. Par contre, quand on arrive sur des types tumoraux où l'expression de Nectin-4 est beaucoup plus faible, Padcev marche plus très bien. Et il se trouve qu'en réalité, Padcev n'est absolument pas approuvé en dehors de la vessie. Il y a des essais qui ont été publiés avec assez décevants en termes de réponse. Et on voit que notre produit marche très bien. Donc ça, c'est un exemple. On en a beaucoup plus, on a publié beaucoup plus, qui montre que dans les indications à faible niveau d'expression de Nectin-4, IPH45 marche alors que Padcev ne marche pas. De manière aussi très intéressante, on voit très bien que l'anticorps de Lilly ne marche pas du tout dans ces modèles de low expresseur Nectin-4. Donc, ce qui ouvre une deuxième voie de développement, qui est là le fait d'adresser tous les cancers qui expriment Nectin-4 et qui ont une expression, je dirais, modérée à faible de Nectin-4. Et ça veut dire le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate. Et donc, il y a un ensemble de cancers adressables par ce produit qui est extrêmement vaste. Diapositive suivante. Donc, nous continuons donc à soutenir par la production de données et de présentation ces différents programmes de développement. Comme je vous l'ai dit, donc cette année, on a présenté encore une fois à la ACR les données qui soutiennent la différenciation de ce produit. À l'ASCO, il va y avoir, de par l'équipe clinique, une présentation du design de la phase 1 dont Sonia vient de vous parler. Également les présentations sur les données long terme du lacutamab, mais également un poster d'Astra, et je vais revenir là-dessus dans quelques slides, sur le monalizumab et l'essai NeoCOS2. Et comme je vous l'ai dit, d'autres données qui seront présentées également, des données précliniques au Congrès européen d'hématologie à Milan sur le 65, qui montrent les possibilités de combinaison de IPH65 avec les standards de traitement dans les lymphomes B, ainsi que des données précliniques réalisées avec Sanofi sur le NK-cell engager ciblant le BCMA. Diapositive suivante. Donc là, je vais utiliser les quelques slides pour faire un rapide update sur les accords de collaboration que nous avons en cours. Donc, il y en a grosso modo deux alliances, je dirais, une avec Sanofi. Donc, comme vous le savez, il y a eu cet update récent sur l'accord de 2016. Il faut savoir qu'avec Sanofi, on a deux accords, un accord de 2016 et un accord de 2022. Donc, l'accord de 2016 a été récemment restructuré. Il y avait deux produits qui faisaient partie de cet accord, le NK-cell engager ciblant CD123 et celui ciblant BCMA. Donc, le CD123, l'accord de licence a été terminé, donc le produit nous revient.
comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la phase de transition et le produit sera officiellement à INET au 1er juillet. Et le NK Cell Engager ciblant BCMA a lui continue son développement. Il y a une phase 1 en myélome multiple de dose escalade qui a eu lieu, qui va se finir de manière prématurée, c'est-à-dire sans avoir d'expansion de cohorte, mais il va y avoir une redirection de ce programme vers les maladies auto-immunes et inflammatoires. Pour ce qui est de l'accord de 2022, lui, ce qui s'est passé le mois dernier n'a aucun impact sur l'accord de 2022. Il reste non touché, je dirais, avec toujours le programme en licence ciblant B7H3 qui est active et une carte supplémentaire pour Sanofi d'option sur une cible supplémentaire. Donc, à travers ces deux accords, on a jusqu'à présent reçu 60 millions et nous sommes éligibles à plus de 1 milliard de milestones sur les deux accords de licence BCMA, B7H3 et potentiellement sur l'accord d'option sur la cible supplémentaire. Diapositive suivante. Donc, je vais en profiter maintenant pour faire un rapide update sur la collaboration avec AstraZeneca. Donc, comme vous le savez, on a deux produits en collaboration avec eux. Le premier et le plus important est monalizumab, donc l'anti-NKG2A. Donc, je vous le rappelle, c'est qui s'appelle un checkpoint inhibitor. C'est une molécule qui va bloquer un récepteur inhibiteur qui s'appelle NKG2A, exprimé sur les cellules NK et les cellules CD8, afin de venir libérer l'activité de ces cellules qui vont ensuite venir tuer les cellules tumorales. Un certain nombre d'essais de phase 2 contrôlés ont eu lieu et ont soutenu le rationnel du développement de monalizumab dans le cancer du poumon précoce. Ce sont les essais COST, NeoCOST et NeoCOST-2. Je ne vais pas revenir dessus, on les a déjà présentés. Il va y avoir un update à l'ASCO de l'essai NeoCOST-2 en périopératif dans les cancers du poumon opérables. Ce qu'il faut garder en tête, et Jonathan l'a mentionné au début de la réunion, l'essai principal concernant ce produit est l'essai Pacific 9. C'est une phase 3 qui a démarré un premier patient traité en mai 2022. Et donc là, maintenant, on s'approche de l'heure de vérité pour le produit. On devrait avoir la réponse au cours du premier semestre de l'année prochaine. C'est un essai qui est randomisé en aveugle, donc on ne sait rien, on sait juste qu'un jour, on devrait avoir les résultats. Et les timings sont confirmés pour être ce qui est décrit publiquement par AstraZeneca. Donc là, c'est vraiment quelque chose de majeur parce que si l'essai est positif, ça pourrait déboucher potentiellement sur un enregistrement de la drogue. Je vous le rappelle, dans un setting qui est le setting des cancers du poumon de stade précoce mais non opérable. Et donc, c'est un traitement de consolidation qui vient après un traitement de radiochimiothérapie où les patients reçoivent du durvalumab. Et c'est vraiment ce setting qui est le cœur du business de durvalumab. Durvalumab fait à peu près 2 milliards de ventes, quasiment essentiellement sur ce setting. Et donc, le fait de rajouter Mona permettrait de consolider la position de leader d'Astra dans ce positionnement. Slide suivant. Donc ça vous résume les termes. Donc, comme je vous le dis, c'est un accord qui est vraiment important pour nous. L'ensemble des milestones est de 1 milliard 2. On a déjà reçu 450 millions de cette collaboration et nous restons éligibles à potentiellement plus de 800 millions. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est vraiment clé. Ces résultats de phase 3 sont vraiment clés parce que même si on n'a pas détaillé la composition de ces milestones, vous pouvez vous en douter que si la drogue atteint le marché, un certain nombre de milestones seront dus à Innate Pharma. Diapositive suivante. Juste un petit rappel pour dire qu'il n'y a pas que Mona, il y a un deuxième produit qui est également en
en cours de développement en collaboration avec AstraZeneca, qui est le IPH52, le CD39, où là aussi, dans un setting de cancer du poumon précoce, en combinaison avec durvalumab, nous avons jusqu'à présent reçu 60 millions pour un total d'accord de plus de 800 millions de dollars. Donc là, il y a assez peu de nouvelles à donner. Il y a un essai de phase 2 qui est en cours. Et comme souvent, cet essai de phase 2 sera certainement aussi un moment de vérité pour ce produit quand on aura les résultats. Diapositive suivante. Je vais passer la parole à Frédéric. Merci Yanis. Bonjour à tous. Diapositive suivante. Merci. Donc sur cette diapositive, nous vous présentons les résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, exprimés en milliers d'euros. On va commencer par les produits opérationnels qui s'élèvent à 20 millions pour l'année 2024 contre 62 millions en 2023, soit une baisse de 41 millions. Cette ligne s'explique principalement par la comptabilisation partielle des revenus issus de collaboration entre AstraZeneca et Sanofi. Et en l'occurrence, la baisse est principalement liée à Sanofi, puisqu'en 2023, nous avions enregistré les revenus relatifs à la signature de l'accord 2022, qui ont principalement impacté l'année 2023. Donc, c'est pas des revenus récurrents, ce sont pas des revenus commerciaux récurrents. Donc, ça peut expliquer qu'il y a des aléas d'une année sur l'autre. Par ailleurs, comme vous le savez, pour les études avec AstraZeneca, le revenu est reconnu proportionnellement à l'avancée des études sous-jacentes que nous avons en collaboration. À ce revenu de collaboration s'ajoute le crédit impôt recherche qui atteint 7,5 millions pour l'année 24, en baisse de 2,4 millions. Donc cette baisse est liée principalement à la baisse d'amortissement de licence que nous avions. Et donc maintenant, c'est principalement des coûts externes ou des coûts de masse salariale qui sont éligibles et qui sont remboursés par le crédit impôt recherche. Concernant les charges opérationnelles, elles s'élèvent à 71,7 millions en 2024, soit une baisse de 2,6 millions par rapport à l'année antérieure, soit 4%. Il est important de noter que 73% de ces dépenses sont liées directement aux dépenses de recherche et développement. Alors plus précisément, les dépenses de R&D atteignent 52 millions en baisse de 7,2% d'une année sur l'autre. Cette diminution reflète en fait la maturité des études sous-jacentes, des programmes de recherche. En revanche, les frais généraux et administratifs, eux, sont en augmentation de 7,8% ou 1,4 million. Et là, c'est principalement un élément, puisque nous avons décidé de mobiliser le crédit impôt recherche de 2023. Comme vous le savez, le crédit impôt recherche est enregistré dans la trésorerie avec 3 ans de décalage, ce qui est une éternité pour une biotech. Et donc, nous avons préféré, pour pouvoir utiliser les ressources de manière appropriée, mobiliser ce crédit impôt recherche plus tôt. Donc, c'est un coût, forcément, vous le financez. Il y a un intérêt, et donc c'est ce qui vient augmenter les dépenses de frais généraux d'une année sur l'autre. Le résultat opérationnel pour 2024 est de 51,6 millions. Et enfin, après prise en compte de résultats financiers et l'impôt, le résultat net de l'exercice 2024 s'établit à 49,5 millions d'euros contre 7,6 millions de pertes en 2023. Donc, excusez-moi, une perte de 49,5 millions d'euros contre une perte de 7,6 l'année antérieure. Ce creusement de déficit est notamment lié à la baisse significative des produits opérationnels, comme je vous l'ai expliqué. En conclusion, malgré une gestion maîtrisée des dépenses, la forte baisse des revenus issus de partenariats a fortement impacté le résultat net de l'année. Diapositive suivante. Donc, passons maintenant à la structure financière de la société avec un message clé. La trésorerie reste solide, offrant une visibilité jusqu'à mi-2026. Et n'incluant pas l'augmentation de capital récente avec Sanofi, où nous sommes en train d'évaluer les meilleures options d'utilisation de ces ressources. Donc au 31 décembre 2024, la trésorerie atteignait 91 millions d'euros contre 102 millions d'une année sur l'autre. Cette diminution reflète essentiellement le financement des activités opérationnelles. La raison pour laquelle elle a peu baissé d'une année sur l'autre, c'est que nous avons pu enregistrer en trésorerie cette année le paiement des crédits impôt recherche des années 2019, 2020 et 2023. Donc vous avez 38 millions de crédits impôt recherche qui sont venus tamponner, on va dire, les dépenses et qui limitent l'érosion de notre trésorerie. Le total de l'actif est également en baisse, donc passant de 175 millions à 111 millions d'euros, soit une baisse de 64 millions.
dont 11 millions de consommation de trésorerie dont je viens de parler, et 52 millions de baisse du poste client. Bon, ça, c'est cohérent avec ce que je viens de vous dire. Vous transférez votre crédit impôt recherche du poste client vers la trésorerie, et donc ça explique la baisse de l'actif. Les capitaux propres revenant aux actionnaires chutent de 52 millions à 9 millions, conséquence directe de la perte nette enregistrée en 2024. Enfin, les passifs financiers diminuent légèrement, passant de 39,9 à 31 millions d'euros. Comme vous le saviez, nous avons 2 PGE et que nous avons commencé à rembourser en 2024, et c'est 7,6 millions par an de remboursement. Donc on a commencé, donc ça commence à faire baisser le niveau de dette financière. Il est important de noter que malgré cette baisse de trésorerie, la société disposait encore de 72,5 millions d'euros au 31 mars 2025, n'incluant pas les 15 millions à nouveau d'augmentation de capital liée à Sanofi, ce qui permet de sécuriser son financement à minima jusqu'à mi-2026. Et donc pour parler justement de l'évolution du capital, diapositive suivante. Donc cette diapositive illustre le renforcement du partenariat stratégique entre Inet Pharma et Sanofi à travers un nouvel investissement en capital. Donc au 25 avril 2025, Sanofi a réalisé un investissement de 15 millions d'euros portant sa participation à 9,05% du capital d'Inet. Cet engagement traduit une confiance renouvelée dans la science développée par Inet et confirme la volonté commune de s'inscrire dans un partenariat de long terme. Mais comme vous pouvez le voir, et c'est ce qui explique les variations parfois inexpliquées du cours de bourse, vous avez toujours un public assez majoritaire au capital d'Inet, de 64,31% des parts, malgré le renforcement récent de Sanofi. Voilà ce que je voulais vous dire pour parler des résultats financiers. Okay, thank you, Frederick. So, thank you, Sonia and Yanis, for the update. Merci Yanis pour cette mise à Just jour. we'll have one slide to Il me reste conclude some of transparent the key pour takeaways. finir cette So, I think you can partie. see we have Comme vous pouvez le pretty voir, extensive nous avons clinical portfolio of products. un portefeuille clinique assez cher que nous faisons avancer avec un certain nombre d'aspects. La première chose concerne le portefeuille d'enquête. Nous voyons dans la phase 1, nous continuons les essais avec les PH61 et cela progresse bien. Nous avons les PH6101 et donc vers la phase 2. Donc, avec le 61, nous avons également donc la phase 1 qui se fait toujours et donc nous faisons un pas en avant important. Donc nous avons l'enquête portefeuille, la PH6401 qui est transférée pour les indications auto-immunes par Sanofi. Nous avons une validation importante sur la plateforme enquête. Et ensuite, nous avons donc nos ADC différenciés, donc le PH4502 avance bien. Ensuite, l'acutamab qui a donc fait un certain nombre de pas en avant grâce à le retour de la FDA. Nous avons donc eu un accord accéléré qui nous permettra normalement d'avancer pour l'année prochaine et des données intéressantes que nous avons présentées à ASCO. Donc les choses ne font que s'améliorer avec le temps. Ensuite, nous avons donc les informations qui nous viennent de l'étude de monalizumab. Les données de phase 3 donc, sont attendues au premier trimestre 2026. Pour revenir à ce que Frédéric a dit, nous posons de trésorerie et de 72,5 millions d'euros au 31 2025. Ce qui nous donne une visibilité financière jusqu'à mi-26. Donc, merci. Merci à tous pour vos présentations. Nous allons donc passer aux questions. Comme déjà mentionné, des questions ont été posées par avance. Nous vous proposons de répondre tout d'abord à ces questions, puis nous répondrons aux questions des personnes présentes
et aux questions en ligne. Q&A? Ah, c'est la première question? I think this is a question from Yanis, isn't it? Yeah. The Araris. Oui, alors, effectivement, enfin, régulièrement, on procède à un nettoyage de notre portefeuille brevet parce qu'on dépose quand même pas mal de brevets pour différentes raisons et certains sont utiles, d'autres le sont moins. Et donc là, nous avions un portefeuille brevet basé sur la technologie de la conjugaison d'anticorps utilisant la transglutaminase pour faire des ADC justement, qui est quelque chose, une technologie que nous n'utilisions pas, qui n'est pas utilisée dans IPH45, qui n'est pas utilisée dans les produits suivants, et par contre qui a intéressé cette compagnie Araris, qui était d'ailleurs au départ le fondateur scientifique d'Araris, c'était la personne avec qui nous avions développé cette technologie de BTG et ce portefeuille de brevets. Donc, comme c'est quelque chose qui n'était pas utile pour notre développement propre de produits ADC, nous avons cédé ces brevets à la société Araris. Et on a fait ça dans le cadre d'un accord de cession dont les termes sont confidentiels. Okay, so maybe I can take this one. Peut-être que je peux prendre la question suivante. La restitution de la prise de capitaux dans l'entreprise. L'investissement donc de Sanofi. La question concerne où en sommes-nous. Nous avons un accord de confidentialité avec Sanofi sur les termes exacts. Nous ne pouvons pas dire exactement ce qu'il y a dans l'accord. Ce que je peux dire, et j'espère que ça pourra rassurer, que nous n'avons aucune obligation sous les termes de l'accord de faire des transactions avec Sanofi. Et donc, de mon point de vue, ils ont donc simplement donc les actifs. C'est un actif et nous pourrons donc sans doute réaliser le potentiel pour Innate. Je ne crois pas qu'il y ait une question liée à une OPA hostile ou autre chose avec cette action. Il n'y a rien de spécifique dans cet accord concernant une OPA hostile ou autre. C'est juste une simple transaction financière. Je vais prendre celle-là. Les résolutions de cette année font apparaître une possibilité d'émission de 83 millions de nouveaux titres, pouvant inquiéter certains actionnaires à la lecture d'une dilution massive. Pouvez-vous développer les différentes stratégies de ces résolutions? Est-ce que cela vous permet de répondre à une tentative d'OPA hostile? Alors, comme vient de le dire Jonathan, on n'a pas de théorie du complot sur des OPA hostiles en cours. C'est une opération naturelle pour une société qui cherche à financer son activité le plus loin possible. On a des actifs qu'on est en train de développer. Comme vous le savez, dans notre industrie, ça prend un certain temps. Donc, vous avez des options non dilutives, mais qui sont limitées, qui sont extrêmement coûteuses. Et vous avez le recours au capital. Alors, évidemment, dans une période actuelle, c'est un petit peu plus complexe parce que le cours est un peu bas. Mais ce que l'on propose là, c'est de pouvoir monter à 100% de dilution. Pardon, mieux, ouais. 100% de dilution contre 30% l'année antérieure. Donc 30%, ça vous limite beaucoup, surtout avec un cours comme celui-là. Ça vous emmène pas très loin en termes de développement. Et comme vous le savez, dans cette industrie, la valeur elle est à la fin du développement. Donc il faut pouvoir aller le plus loin possible. C'est à ça que servent les 100% d'autorisation d'augmentation de capital. Mais en dehors de l'augmentation du plafond de dilution, les résolutions proposées au vote des actionnaires sont similaires à celles proposées les années antérieures.
C'est la dernière question? Oui. Auriez-vous quelques questions en plus, peut-être? Merci. J'ai droit à combien de questions? D'abord, j'ai des questions générales concernant le contexte dans lequel vous évoluez. Et en particulier, M. Dickinson, vous y avez fait allusion au changement récent d'administration américaine et quel impact ça pouvait avoir sur la FDA, parce qu'on a entendu parler, par exemple, de beaucoup de licenciements dans cette administration. Donc, je voulais savoir si vous, à votre niveau, vous avez remarqué quelque chose. En particulier, vous avez beaucoup échangé avec la FDA en 2024. Donc, je voulais savoir si aujourd'hui, vos interlocuteurs sont toujours les mêmes. Est-ce que le point de vue de la nouvelle FDA est identique à l'ancienne FDA? Est-ce qu'il y a des changements de ce côté-là? Yeah, so I think that's quite an easy question to answer. Relativement facile auquel pour répondre, je pense que je peux dire. Il n'y a pratiquement pas eu de changement jusqu'ici. C'est peut-être parce que nous sommes en situation privilégiée, parce que pour des discussions que nous avons, donc avec la QTAMAG ou si vous regardez la division oncologie, il y a beaucoup de continuité à la FDA. La division est toujours en place. C'est depuis une trentaine d'années environ. Il ne semble pas qu'il y ait des plans pour y changer. Donc ça a amené une continuité pour l'oncologie que nous ne voyons peut-être pas dans d'autres domaines. De mon point de vue, nous n'avons pas vu de différence. Peut-être que Sonia peut ajouter là-dessus, parce que c'est elle qui a eu les contacts directs. Merci, je peux confirmer que par la QTAMAG, donc il y a eu cette désignation de Breakthrough Therapy. À l'heure actuelle, nous avons des discussions en cours avec la FDA et les réunions sont organisées, et ainsi de suite. Et tout respecte le plan. On ne peut pas exclure pour d'autres produits, donc comme les pH 45 ou 45 ou 65. Bien sûr, nous n'avons pas cette désignation breakthrough thérapie. Peut-être qu'il faudra faire des amendements, peut-être que les choses ne seront pas. On ne peut pas l'exclure. Alors, puisqu'on parle de la QTAMAG, j'ai une question pour M. Dickinson. Vous avez envoyé, ou semblez envoyer à plusieurs reprises au marché l'idée que vous pouviez poursuivre ce que vous avez appelé un plan B, c'est-à-dire développer par vous-même l'actif jusqu'à la phase 3 inclus. Donc, est-ce que vous pouvez dire exactement ce qu'il en est? Parce que ça voudrait dire que non seulement vous n'auriez pas la rentrée d'argent associée à un paiement initial, mais vous auriez en plus des dépenses supplémentaires. Donc, c'est la double peine, finalement. Oui. Nous savons notre situation idéale serait d'avoir un partenaire pour le produit. Et je dirais, nous aurions des discussions tardives donc avec certaines engines pharmaceutiques de taille moyenne qui veulent bien être partenaires. Ils ne pourront pas passer une bonne transaction pour tirer la bonne valeur pour le QTAMAG. À ce moment-là, nous allons envisager de trouver un moyen de procéder au développement nous-mêmes. C'est quelque chose que nous explorons avec un certain nombre d'investisseurs, certains Européens, qui regardent le QTAMAG qui est donc un produit au risque et aimeraient mieux investir avec le QTAMAG plutôt qu'un des produits à une phase moins avancée. Et donc ça, c'est quelque chose que nous examinons. Je ne peux pas vous dire que nous avons un investisseur qui a signé à l'heure actuelle et qui est prêt, mais nous y travaillons pour essayer d'avoir donc un plan B
place, ils ne pourront pas passer donc un partenariat nous-mêmes. Okay, just to have juste pour avoir un ordre d'idée, un ordre de grandeur sur le coût de la phase 3 de l'Acutamab, même si vous n'avez pas complètement fixé le design de la phase 3, vous devez avoir une idée du coût total. Nous avons une idée, et je dirais que donc c'est assez standard pour ce type de phase 3. On parle de dizaines de millions. Tens of millions, not hundreds. Pas centaines. Non, on n'est pas en centaines de millions, en dizaines de millions. C'est un programme assez réduit. C'est une étude rare, donc un nombre de patients relativement limité. Oui, on parle de dizaines de millions. D'accord. Mais d'un point de vue pratique, pour les négociations, comment ça se passe? Vous avez fixé une deadline à laquelle vous voulez avoir conclu le partenariat, ou ça peut durer indéfiniment comme ça? Nous avons une deadline. Non, I'm not asking. Le donner aujourd'hui. Ça mettrait en danger nos positions pour négocier. Anyway, we can see your deadline on the slide, but that's okay. Une autre question concernant l'Acutamab, alors celle-là, elle est très ponctuelle, mais j'avais dit que je la poserais. Vous avez donné un marché potentiel, un potentiel de marché de 500 millions de dollars à peu près pour les CTCL. Est-ce que vous pouvez faire le découpage entre ce qui est MF et ce qui est Sésarie? D'après le nombre de patients, je dirais que c'est 90-10 ou quelque chose comme ça, mais... Non, le breakdown. Ce que nous avons communiqué, nous croyons que le potentiel dépasse 500 millions. Si vous regardez les transparents que l'on a vus plus tôt avec Sonia, il y a environ 500 000 patients CTO sur le marché actually, that was not my question. My question was to split the market potential between mycosis fungoides and Sézary syndrome. Aujourd'hui, je suis 300 patients environ avec le syndrome Sézary. So that's basically 10% and 90%. En pourcentage, 10%. Je fais 10%. Concernant, alors, une question, c'est un détail, et c'est plutôt pour Yanis, je pense. J'ai été intrigué de voir apparaître l'an dernier un IPH81 qui est sorti en fait du paquet des autres enquêtes. Donc, je voulais savoir, ça correspond à quelle étape de franchie pour le sortir de ce panier commun. Ensuite, pourquoi vous en avez jamais parlé? Parce que vous l'avez sorti du paquet, ce qui est une façon de le mettre sous les projecteurs, mais sans jamais en parler. Et la troisième question, c'est pourquoi 81? Alors, pourquoi 81? C'est une très bonne question. Je m'en souviens plus en fait. Je crois que parce que... Ouais, voilà, ça doit être ça, voilà. Mais ça veut dire qu'il y en a 13 qui sont en attente derrière? Non, parce qu'entre 67 et 81, il y a de la marge quand même. Non, pareil, sur les chiffres, il ne faut pas tirer des conclusions sur le nombre. Mais ça ne correspond pas à une famille différente, par exemple. Les 40, c'est les ADC. C'est un Kessel Engager. Ça correspond au fait qu'on a passé certaines étapes de validation précoce sur la cible. Et donc là, maintenant, on travaille à identifier un candidat. C'est ça ce que ça veut dire. On identifie des codes un petit peu plus tôt dans le développement pour faciliter toute la documentation interne. Voilà. Donc, il y a des documents qui correspondent à des travaux très early. Donc, on n'est pas rentré dans une nouvelle famille. C'est juste la dizaine d'après qui a été entamée par la famille précédente, par la même famille. Alors, j'ai une autre question pour Monsieur Dickinson. Vous avez présenté la nouvelle stratégie qui me semble beaucoup ressembler à l'ancienne, mais ça c'est un détail, dans laquelle vous priorisez
deux molécules propriétaires qui sont 45 et 65. Et vous avez un horizon de trésorerie qui est annoncé jusqu'à mi-2026 avec ça. Dans le cas où, comme ça apparaît possible, vous auriez à financer en plus le lacutamab et IPH 61, je ne sais pas trop ce qui va devenir, mais vous risquez d'avoir à le financer aussi puisque Sanofi vous a rendu les 3. Donc, est-ce que vous arriveriez à financer les 4 actifs en parallèle ou est-ce que vous allez devoir prioriser parmi les actifs que vous aviez déjà priorisés? Oui, bien sûr, nous avons des priorités. Et notre priorité aujourd'hui, c'est le 4502 et le 6501. Et c'est là que nous mettons les plus grands efforts de l'entreprise. Nous travaillons avec le lacutamab du point de vue coopération pour le faire progresser, pour trouver un partenaire. Mais la priorité à l'heure actuelle, c'est 4502 et 6501. Et c'est là que je disais, nous mettons beaucoup d'efforts du point de vue de l'entreprise en termes de financement. Nous avons communiqué que nous pourrons financer le 4502 et 6501 pour les prochaines étapes pour arriver jusqu'au point de décision. Yes, but this is without the potential funding of oui, mais you need for c'est sans le financement éventuel de IPH 61. Et le 61, nous devons avoir donc un retour de Sanofi pour les données. Nous devons examiner pour prendre des décisions, savoir si c'est quelque chose qu'il faut faire avancer ou quelles études vont être nécessaires jusqu'à avoir les données, voir où nous allons les positionner, quelle ligne de thérapie va être la prochaine étape. Et c'est très difficile de vous donner la direction pour dire ce que nous allons faire avec le 6501. Mais si nous voulons le 6501 pour le pousser en avant, nous aurons besoin d'un investissement supplémentaire. Ok. En parlant d'investissement et d'investisseurs, l'an dernier, votre prédécesseur, qui est assis juste devant moi, avait dit qu'une des priorités de la compagnie, c'était de reconstruire comment c'était dit, une base actionnariale, je crois, aux États-Unis. Je voulais savoir, alors comme Monsieur Arvind Sood a quitté la société, je voulais savoir si c'est toujours d'actualité. Est-ce que la base actionnariale dont vous parlez, c'est des gros investisseurs ou des petits? Investors. Oui, on a toujours la même priorité. J'ai passé beaucoup de mon temps aux États-Unis avec les investisseurs américains et nous avons de très bonnes réactions. C'est très enthousiasmant. Ils aiment les molécules. Donc, nous sommes tout à fait optimistes quant au fait que nous réussirons à attirer des investisseurs américains. Actuellement, le marché est très difficile. Bien sûr, c'est un problème de timing. Mais on attend une reprise dans le marché lorsque les investisseurs reviendront sur les marchés et redéploieront des investissements. Parce que pour l'instant, les choses sont un peu en attente. Mais nous sommes très bien positionnés car nous avons communiqué de façon très agressive à l'intention des investisseurs américains. Ils sont très enthousiastes, mais ils attendent une meilleure conjoncture. D'accord. Alors, juste pour vous donner mon point de vue personnel d'actionnaire individuel, si vous faites des augmentations de capital, comme je pense que c'est plus ou moins dans les cartons, est-ce que ça serait possible de ne pas viser uniquement un public de gros investisseurs et de penser aussi aux investisseurs individuels qui pourraient être intéressés, en particulier si vous leur faites des conditions plus intéressantes que le prix du marché? Les actionnaires individuels sont souvent négligés dans les sociétés, pas Inad Pharma spécialement, alors qu'en fait c'est eux qui font la liquidité du titre. Par exemple, vous avez 4 gros investisseurs au capital. Leur point commun, c'est qu'ils n'ont jamais acheté une action sur le marché. Donc,
eux ne feront jamais monter le cours de l'action. C'est assez basique comme à comprendre. Selon moi, tous les investisseurs sont les bienvenus. Et il faut trouver une manière d'attirer les investisseurs individuels. Peut-être que Frédéric pourrait commenter davantage la manière dont on pourrait le faire. I think you would be surprised. Je pense que vous seriez surpris. You may find more small investors interested in plus de petits investisseurs que vous ne le pensez. J'entends le point sur les petits investisseurs, comme vous les appelez, mais il n'y a pas de petits investisseurs vraiment. Mais l'intérêt d'avoir des gros investisseurs qui ont les reins pour durer, en fait, c'est de nous accompagner sur le long terme aussi. Donc, il faut avoir un équilibre dans votre capital. Mais concrètement, ça veut dire quoi, vous accompagner? À quoi ça vous a servi d'avoir, par exemple, Nouveau au capital depuis 10 ans, 20 Alors, ans? Nouveau, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est un partenariat, c'est un mix entre une participation au capital et prenons AZN, alors, par exemple. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Là, on parle de... Sanofi aussi, alors, à ce moment-là. Sanofi commence. Sanofi commence. Et c'est pour ça qu'on parle de renforcer et d'avoir un partenariat sur la durée. Quand vous mettez une mise au capital qui n'est pas énorme au début, qui est de 15 millions, vous vous posez la question de est-ce qu'ils viendront à nouveau lors de prochains tours. L'idée, c'est de pouvoir avoir des gens qui vous accompagnent sur prochains tours. Ce sera un petit peu plus compliqué de le faire avec que des investisseurs individuels. Non, compliqué, pas techniquement. Oui, clair. D'un point de vue... c'est une question de puissance financière derrière. Quand vous avez des fonds d'investissement qui sont habitués à aller sur ce genre d'activité, les fonds d'investissement sont plus habitués et ils ont plus de moyens. Et comme vous avez bien compris, on en a besoin pour développer le portefeuille qu'on vous a montré. Mais alors, les gros investisseurs, en particulier aux États-Unis, ils ont besoin qu'il y ait des petits investisseurs qui font la liquidité du titre. Actuellement, la liquidité du titre au Nasdaq, c'est 0. Donc, vous ne pourrez jamais attirer un gros investisseur au Nasdaq parce qu'il ne pourra jamais vendre ses titres sur le marché. Okay. Les gros investisseurs américains participent largement à la liquidité du titre et au soutien du cours. C'est même de leur bénéfice. Au Nasdaq. Mais bon, c'est corrélé. Pour en avoir discuté avec certains experts des marchés financiers, des investisseurs américains, ils n'ont aucun problème pour acheter des titres sur Euronext. Et je pense que c'est là qu'ils le feraient parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité qu'au Nasdaq. Ah si, vous pouvez comparer les chiffres. Oui, mais après, c'est mécanique. Vous avez plus d'actions sur Euronext que sur le Nasdaq. Oui. Il n'y a pas besoin. Là, c'est des maths. C'est simple. Vous avez combien? 4 millions d'actions sur le Nasdaq par rapport au total. Donc, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est mécanique. Donc, effectivement, s'ils ne trouvent pas, ils iront sur Euronext. Mais après, ça dépend des investisseurs qui sont en capacité d'aller investir sur Euronext, qui ont des problèmes de fiscalité qui leur est propre, ou ils veulent plutôt investir sur le Nasdaq. Donc, c'est pour la présence au Nasdaq, elle est pour augmenter le champ des possibilités pour aller chercher des investisseurs qui ne viendraient pas naturellement investir en Euronext. Oui, vous avez des investisseurs américains en Euronext, c'est des sociétés françaises qui ont le cas. Il y avait des fonds américains au capital d'INAT, il me semble, M. Brahi, avant que IPH soit coté au Nasdaq. Pour changer complètement de sujet, IPH 64, il est envisagé de le repositionner en inflammation. Est-ce que ça veut dire qu'on reprend tout le développement? À quelle étape on reprend? Est-ce qu'il faut refaire du préclinique en inflammation ou est-ce qu'on repart directement en phase 2 ou en phase 1? J'en sais rien. Sanofi s'occupe du 6401 et ils ont communiqué leur décision de le placer en inflammation. Donc ils feront une phase 1 directement pour l'auto-immunité et inflammation. Et on attend d'entendre le retour de Sanofi quant à leur cible, mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'étude de phase 1 qui leur permettra de passer vers inflammation auto-immunité. Si je peux
On a reçu quelques questions en ligne. Oui. Qui sont? Alors, pour quelles raisons Sanofi a rendu les 2 molécules issues d'enquête à Innate? Est-ce que des désaccords sur le plan financier ou purement technique sur des résultats d'essais non concluants pour Sanofi ou d'autres raisons? Non, il n'y a pas de désaccord ou de problème dans notre partenariat. Cela a été très ouvertement communiqué par Sanofi. Il se retire de l'oncologie, l'immunologie et se dirige vers l'auto-immunité. Et c'est pourquoi ils ont rendu le 65O1 et le 67 précédemment d'ailleurs. Et la seule raison, c'est qu'ils n'ont plus un focus stratégique sur l'oncologie. À part ça, notre relation va très bien. Nous avons une excellente collaboration. Nous poursuivons 6401, inflammation auto-immunité, et nous avons de bonnes perspectives que Sanofi valide l'enquête pour l'auto-immunité. C'est un bon précurseur pour nous. Et si nous travaillerons sur amener le 6501 vers l'auto-immunité. Donc, en fait, il nous ouvre la voie et c'est vraiment très intéressant pour nous. Deuxième question. Innate Pharma compte déjà 2 grands laboratoires pharmaceutiques parmi ses actionnaires. Qu'apporte Innate Pharma de stratégique ou différenciant pour justifier cet intérêt pour Innate et pour que Sanofi prenne une participation directement dans le capital? Sanofi est très proche de Innate Pharma. Ils font partie de nos programmes. Ils ont vu nos technologies, nos plateformes et ils sont très intéressés. Et ils voient tout le potentiel. Ils ont tout à fait confiance en nos travaux. Et maintenant, ils veulent se retirer de l'oncologie et d'abord ils font un investissement en titre dans notre entreprise. Cela reflète leur confiance en notre entreprise. Ils le font avec nos plateformes, avec Enquête, avec l'ADC. Ils sont intéressés par nos produits particuliers. Donc pour nous, c'est une validation de ce qu'on fait. Pas d'autres questions? Plus personne ne demandant la parole, les débats sont clos. Le quorum définitif a été établi à 43 447 237 actions, représentant 47,14% du capital. Nous allons donc pouvoir passer au vote des résolutions. Merci Nicolas. Je vous précise que cette année, le nombre de résolutions est plus important car nous proposons à la résolution 10 de changer de mode d'administration en instituant un conseil d'administration. Nous avons donc prévu 2 jeux de résolution. L'un, si la résolution 10 est adoptée et la société est transformée. L'autre, si la résolution 10 est rejetée et la société maintenue sa forme actuelle. Ainsi, selon que la résolution numéro 10 est approuvée ou rejetée, une partie des résolutions suivantes deviendra sans objet et nous passerons directement au vote des résolutions pertinentes selon le mode d'administration et de direction que vous aurez choisi. Je vous rappelle enfin que les actionnaires qui n'ont pas voté par correspondance et qui sont présents dans la salle sont invités à voter chacune des résolutions soumises. Nous allons donc commencer avec les résolutions ordinaires. Résolution 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée. Résolution 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024. Qui est contre? Qui s'abstient?
La résolution est adoptée. Résolution 3. Affectation du résultat de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Résolution est adoptée. Résolution 4. Convention et engagement réglementé. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée. Les résolutions 5 à 8 portent sur le CMP ex post, c'est-à-dire sur les rémunérations 2024. Résolution 5. Approbation des rémunérations et des avantages versés aux mandataires sociaux. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée. Numéro 6. Approbation des rémunérations et des avantages versés au président du directoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Numéro 7. Approbation des éléments de rémunération et des avantages versés aux membres du directoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Numéro 8. Approbation de rémunération et des avantages versés au président du conseil de surveillance. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Nous passons aux résolutions extraordinaires. Résolution 9. Nous vous proposons la non-dissolution de la société malgré des capitaux propres négatifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 10. C'est sur le changement de mode d'administration et de direction de la société, c'est-à-dire institution d'un conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Maintenant, nous revenons aux résolutions ordinaires. Les résolutions 11 à 18 portent sur la composition du conseil d'administration. Numéro 11, c'est nomination de M. Jonathan Dickinson. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 12, nomination de Mme Irina Staatsgrenzer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 13, nomination de Mme Véronique Chapénon. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 14, nomination de Mme Pascale Boissel. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 15, nomination de la société BPI France Participation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 16, nomination de Mme Sally Bennett. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 17, nomination de M. Marty Duval. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Résolution 18, nomination de M. Christian Hittin. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Les résolutions 19 à 23 portent sur le CMP ex ante, c'est-à-dire sur les rémunérations 2025. 19, approbation des principes généraux de la politique de rémunération des mandataires sociaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 20. La politique c'est sur la politique de rémunération du directeur général. Qui est contre? Qui s'abstient?
Adopté. 21. Rémunération du président du conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 22. Rémunération des membres du conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 23. Détermination de la rémunération aux membres du conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Résolution 24. Autorisation de rachat par la société de ses propres actions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous repassons aux résolutions extraordinaires. Les résolutions 37 à 45 sont des résolutions aux augmentations des capitales. 37. Délégation de compétences au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. 38. Délégation de compétences au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires de la société par une offre au public. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 39. Délégation de compétences au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires de la société dans le cadre d'une offre de type placement privé. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 40. C'est délégation de compétences au directoire d'émettre des actions ordinaires de la société au profit des catégories de personnes. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 41. Délégation de compétences au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires de la société au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par le conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 42. Autorisation d'augmenter de 15% le nombre de titres à émettre. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 43. Délégation de pouvoir au directoire d'émettre des actions ordinaires en rémunération d'apport en nature. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 54. Délégation des compétences au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires en cas d'offre publique de champs initiés par la société. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Résolution 45. Limitation globale des autorisations prévues par les résolutions numéro 37 à 44 ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Les résolutions 46 à 52 portent sur les instruments financiers. Résolution 46, c'est sur l'attribution d'actions gratuites à l'atteinte des critères de performance au profit des dirigeants. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 47. Attribution d'actions gratuites sur la base de l'atteinte des critères de performance au profit des membres du personnel. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 48. Attribution d'actions gratuites au
au profit de nouveaux cadres. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 49. Attribution d'actions gratuites au profit des dirigeants. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Résolution 50. Attribution d'actions gratuites au profit des membres du personnel. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 51. Délégation des compétences au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 52. Délégation des compétences au conseil d'administration d'émettre des bons de souscription d'actions réservés à tout membre du conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Résolution 53. Délégation de pouvoir consenti au conseil d'administration en vue d'annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la société au titre de l'autorisation de rachat d'actions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La dernière résolution, 73, pouvoir pour l'accomplissement des formalités. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. C'était la dernière résolution de l'Assemblée. L'ordre du jour est donc épuisé. Nous remercions les actionnaires pour leur participation et vous invitons à nous rejoindre pour le cocktail déjeunatoire. Maintenant, la séance est levée. Bonne journée.